Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je m'appelle Yamina, je suis infirmière, donc c'est moi qui m'occupe de vous cette nuit. Et Julien Collin, moi je suis le médecin interne D'accord. des urgences. Du coup, je propose qu'on s'assied avec monsieur. Qu'est-ce que vous avez compris jusqu'à présent des investigations qui ont été faites cet après-midi? Je sais pas trop. Donc là, actuellement, vous étiez en cours de chimiothérapie par rapport à ce cancer de l'estomac. Bon, malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle, c'est qu'on voit qu'il y a beaucoup de liquide dans le ventre. C'est pas bon. En fait, voilà, ça voudrait dire que le cancer, il a métastasé dans la cavité de l'abdomen. Oh. C'est pour ça, en fait, que vous avez les douleurs. Je suis fini, quoi. Les difficultés fini, non, c'est pas ce qu'on pense. Quoi qu'il arrive, nous, on peut vous aider. Il y a toujours des soins à faire, quoi qu'il arrive. Ça veut dire qu'on est plus avancé que ce qu'on pensait au niveau du cancer. Et le traitement va changer. L'objectif des traitements va changer. Cette scène dramatique pourrait se passer aux urgences d'un hôpital. Mais nous sommes au Centre interprofessionnel de simulation à Genève. Ici, de vrais soignants et un faux patient, ou patient simulé, comme on dit dans le jargon, s'exercent à la communication dans les soins. Des formations continues qui sont proposées à des praticiens expérimentés. Que vous soyez vraiment en dessous. La communication n'est pas innée. On pense que c'est une compétence qu'on a tous, mais en fait, on sait que si on l'exerce pas, si on n'apprend pas à mieux communiquer, en fait, on s'améliore pas avec le temps. Il y a un espoir ou pas? Alors là, comme on disait, on est à un stade avancé de la maladie. Donc on n'est plus vraiment dans le curatif. On va plutôt dans une logique palliative. Pour soulager les symptômes, vous rendre confortable. La simulation, c'est aussi un laboratoire où on peut essayer, on peut tester, on peut recommencer. Et c'est pas un endroit où on attend forcément du juste ou du faux. C'est aussi l'occasion de voir dans notre communication comment on s'ajuste avec la personne qui est en face. Je sais pas comment toi tu as perçu ça. Moi, ce qui m'aurait manqué comme non-verbal, c'est peut-être d'être quelque chose de tactile. Parce qu'à un moment donné, vous vous êtes approché, la main était là, mais j'ai pensé que vous alliez me dire, me mettre la main là pour me dire, on est avec vous, quoi. Vous n'avez pas osé. C'est souvent l'infirmière qui prend la main du patient dans les soins quand on y est. C'est vrai qu'on aurait quelque chose aussi à briefer, c'est la position dans laquelle on s'installe auprès du patient la prochaine fois. Moi, j'ai tendance à aller vers le patient et à le toucher. Ça, c'est vrai que je me suis sentie frustrée de ne pas pouvoir être plus proche de vous dans ces moments-là. On peut, par le débriefing, identifier ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché, et c'est ce que nous espérons, transférer ceci dans la pratique clinique. Il n'est pas rare qu'en pratique clinique, les collègues mobilisent ce qu'ils ont pu travailler en simulation. D'interaction ici et clore sur le briefing. Être adéquat et empathique, cela s'entretient. Mais surtout, cela s'apprend. La clinique, ces étudiants de 3e année ne la connaissent pas encore. Un jour, ils seront peut-être médecins. En attendant, c'est encore fébrile qu'ils revêtissent leur blouse blanche et sortent leur stéthoscope encore tout neuf. Aujourd'hui, ils s'exercent à la relation thérapeutique avec un patient simulé sous l'œil expert de leur formateur. Alors bonjour. Bonjour. Je me présente, je m'appelle Hippolyte et je suis étudiant en 3e année. Oui. Et si aujourd'hui vous l'acceptez, je vais prendre votre consultation. Oui, bien sûr. Ok, parfait. Alors dites-moi, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? En fait, j'ai mal au ventre puis ça m'inquiète. D'accord, je comprends. Ça fait depuis combien de temps que vous avez mal au ventre? Oh là là, c'est une histoire qui traîne depuis 10 mois maintenant. 10 mois? Ouais. D'accord. Ce mal au ventre, est-ce que vous savez un peu me le situer? C'est là. Par là. Enseigner l'empathie, c'est dire à ces médecins ce que vous ressentez, c'est important. Et finalement, c'est le reflet de ce que ressent le patient. Et si on lui donne son importance, alors ça facilite la prise en charge médicale. Ici, le patient, très inquiet, se plaint de maux de ventre, alors que tous ses examens sont bons. Les étudiants doivent gérer une situation très inconfortable. La consultation ne va pas permettre d'établir un diagnostic, ni de proposer un traitement. Ok, vous n'avez pas senti de douleur? Non, rien. Ça change rien. Ok. Tout est plutôt normal. Vous pouvez, je pense, vous rhabiller et on va discuter un peu de la suite. Ok.
Ils expérimentent donc comment gérer une situation d'impuissance. Je vais regarder avec le docteur Pahu et puis on revient vous voir le plus vite possible. Et puis, en attendant, on fait au plus vite possible. Ouais, donc j'attends des nouvelles, quoi. Voilà. Ouais. Okay. Ça fait 10 mois que vous faites des examens et personne ne peut me dire pourquoi j'ai mal. On me dit peut-être c'est un cancer, peut-être c'est autre chose, j'en sais rien, quoi. C'est pas moi de prendre la décision, mais on pourrait peut-être envisager une opération. Ou... Ah bon? Pour opérer quoi? Pour opérer... Dans situation d'impuissance, le médecin peut être amené à surenchérir dans sa réponse médicale à la situation d'impuissance et voire à commettre des erreurs, voire à prescrire des choses inadéquates ou générer des gestes médicaux ou chirurgicaux qui seraient inappropriés pour la situation, dans une situation où il s'est senti mis dans l'obligation d'agir. C'est frustrant. C'est frustrant, oui. Et vous lui avez promis de lui ouvrir le ventre, carrément. Oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Je me suis dit... À ce stade, on les a beaucoup entraînés à partir d'un problème et amener une solution. Le fait, dans cette vignette-ci, qu'il n'y ait pas véritablement de solution, qu'on soit dans une situation d'impuissance, doit les amener à prendre conscience que la médecine a des limites, qu'ils ont eux-mêmes des limites, et que dans ce contexte-là, quand on a des limites, le mieux c'est de le dire, de pouvoir le partager, et que finalement, on rassure plus le patient en se rangeant du côté de son inquiétude qu'en essayant de la rassurer de façon illusoire quand on est dans une situation d'impuissance. Ce n'est pas une mince affaire pour des étudiants encore inexpérimentés, et c'est normal, de se familiariser avec les émotions des patients. Les étudiants doivent donc s'exercer à la relation et apprendre à être empathiques. Un apprentissage indispensable, car l'on sait qu'à partir du moment où ils se confrontent à de vrais patients, ils courent le risque de voir leur empathie chuter. C'est des mécanismes de protection. Probablement, ils sont relativement vite exposés à la clinique et ça les fait qu'ils font des mouvements de protection qui peut être du déni ou du cynisme. Enfin, il y a toutes sortes de possibilités de se protéger. Et on a besoin de temps en temps de se protéger. Le problème, c'est que quand ça devient chronique, là, on n'est pas dans du bon, ni pour la personne, ni pour les patients. C'est avec l'expérience clinique que la relation va devenir plus naturelle et empathique. Nejma Mazouni, elle aussi, est étudiante en médecine. Bonjour. En 5e année, elle a plus d'expérience et continue de se familiariser avec les émotions des patients. Avec son professeur, elle revient sur son enregistrement d'un exercice complexe, l'annonce de la mauvaise nouvelle. Là aussi, l'empathie va jouer un rôle central. Si je résume un peu la situation, donc suite à votre accident, vous avez eu plusieurs interventions sur cette jambe gauche. Et puis aujourd'hui, on doit un peu parler de la suite de la prise en charge qui a été compliquée jusqu'à maintenant. Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle difficile à vous annoncer. C'est que compte tenu de la situation actuelle, on va être obligé d'amputer en dessous du genou. Quoi ? Non, mais... Vous pouvez pas me dire ça comme ça. Je propose qu'on s'arrête là un moment. Ouais. Bon, tout d'abord, c'est une situation quand même très délicate comme annonce de mauvaises nouvelles. Et puis, je pense que vous êtes très bien débrouillé, avec beaucoup de tact, vous supportez les silences, vous avez un accordage avec la patiente où elle est. Le fait que vous avez dû faire du mal à cette patiente en annonçant cette nouvelle... J'ai culpabilisé. Je pense que c'est une possibilité, oui. Et comment ça se manifestait après dans l'entretien, le fait que vous culpabilisez, alors que c'est pas vous qui faites du mal, mais vous êtes le messager du mal. Je pense que par rapport au début, je la laisse beaucoup plus parler et je laisse beaucoup plus de silence. Mais aussi, par exemple, vous mettiez beaucoup d'accent sur tous les moyens. Oui, sur les solutions. Voilà, sur les solutions, que quelque part vous étiez en train un peu de réparer un peu le mal fait. C'était facile de dire, bon... Non, à la fin, je pense que j'avais plus le sentiment de l'abandonner en plus de... Exactement. De lui avoir annoncé la mauvaise nouvelle. J'ai une vidéo qui... Pour être empathique, il faut aussi apprendre à dompter ses propres émotions. Je ne pense pas qu'on peut l'apprendre comme une autre connaissance, mais par contre, on peut réfléchir sur les obstacles que nous avons en nous, des fois, de pouvoir être empathique. Par exemple, quelle est notre
capacité de tolérer aussi un bout de souffrance de l'autre? Est-ce qu'on est tout de suite dans vouloir l'apaiser au lieu d'entendre ce qui se passe? Est-ce qu'on est déjà dans la solution avant d'avoir compris le problème? Tout ça, c'est des mouvements un peu défensifs qu'on voudrait vite résoudre un problème, alors que l'empathie demande plutôt de d'abord accueillir un peu ce que le patient il vit. On commence les études en pensant que peut-être soigner, ça veut dire trouver un diagnostic, ça veut dire donner le bon médicament, ça veut dire guérir. Mais je pense que ça veut pas dire ça, en fait. Bien sûr que, on est aussi là pour soulager la souffrance, pour guérir des maladies, mais les gens ont aussi juste parfois besoin d'être compris. En fait, parfois, soigner, ça veut juste dire écouter. Je pense que le relationnel, c'est aussi ce qui permet de poser une confiance. Et puis, un patient qui n'a pas confiance en nous, il ne va pas tout nous dire. Nedjma est bien consciente des enjeux qui se jouent aujourd'hui autour de la relation avec le patient. Maintenant, on essaye de centrer la médecine sur le patient et accepter qu'en fait, il y a certaines choses, même parfois le patient connaît mieux sa maladie que nous. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est que le ou la patiente connaît beaucoup mieux son vécu et sa souffrance au niveau de sa maladie que nous. Et ça, on essaye de nous l'apprendre. Les attentes ont énormément augmenté par rapport à la médecine. Aujourd'hui, on a tellement mythifié, au fond, la médecine, qui est devenue une espèce de mythe social, que la limite est beaucoup plus difficile à vivre pour les patients et donc aussi plus difficile à vivre pour les médecins. Arnaud Perrier est le directeur médical des HUG. Cette mythification, il l'explique par les progrès technologiques déterminants de la médecine. Des progrès qui ont fait naître des espoirs parfois démesurés, mais aussi ébranlé la stature à l'ancienne et plutôt paternaliste des médecins. La question de l'acharnement thérapeutique a amorcé un vrai virage. Dans les débuts de la réanimation lourde, avec entre autres l'avènement de la ventilation artificielle, des respirateurs, les patients se sont trouvés dans des situations qui étaient des situations de réanimation prolongée et où les patients et leurs familles avaient eu l'impression de ne pas avoir grand-chose à dire contre une espèce de jusqu'au-boutisme médical. Et la réaction contre ceci a été forte et a été certainement un des moteurs pour dire, écoutez, c'est de nous qu'il s'agit, c'est de notre santé, c'est de notre corps, et donc vous devez nous écouter. Et l'éthique médicale a suivi le même chemin. Des avancées médicales qui rendent aussi plus fragiles face à la fatalité. On est dans une société où on cache beaucoup la souffrance, la maladie, la mort. Et on voit bien que ces jeunes professionnels, quand tout d'un coup ils entrent dans cette réalité-là, il y a tout d'un coup, par rapport à cette vision de la médecine triomphante qui peut tout, qui guérit tout, qui a plein de moyens techniques, ils découvrent tout d'un coup qu'on est des humains avec d'autres humains qui vivent des moments très difficiles, à qui on n'arrive pas à épargner toutes les souffrances, et c'est compliqué. Il y a quand même beaucoup de désillusions. Et je ne suis pas du tout la seule à vivre les choses de cette façon-là. Il y a quand même un certain nombre de personnes qui arrêtent ou qui souhaitent arrêter. Je pense que j'avais une vision assez restreinte et assez naïve du métier que c'est. Et je pense qu'elle l'est beaucoup moins maintenant. Mais après, c'est parce que ça passe par les expériences cliniques, les expériences en institution, en cabinet, les rencontres qu'on fait avec des gens qui sont déjà médecins. Et non, clairement, ma vision, elle a complètement changé. Des médecins assistants, parfois démotivés face à une lourde charge de travail, beaucoup d'heures passées devant l'ordinateur et des horaires qui peuvent aller bien au-delà des 50 heures par semaine. On a diminué considérablement le nombre d'heures obligatoires, mais on n'arrive pas encore bien, si on est tout à fait honnête, à ces fameuses 40 à 50 heures hebdomadaires. C'est compliqué. C'est compliqué et ça pose un problème. Le psychiatre et psychothérapeute Franco Gusberti est le responsable roman de Remède, un réseau de soutien pour les médecins en situation de crise. Ces dernières années, les demandes ont explosé. Ils arrivent ici dans une espèce de pression. Je suis très impressionné combien ces gens n'en peuvent plus, combien ils ont peur de faire des fautes, combien ils se sentent seuls, combien ils ont l'impression d'être dans une machinerie
où la relation avec les patients n'a pas de valeur. Si on continue comme ça, il y aura beaucoup de médecins qui quittent la profession. On va dans le mur. Vous voulez faire de la médecine sans médecin, sans soignant. Nous voyons une tendance qui s'aggrave chaque année. Ça me préoccupe beaucoup. Une chose est sûre, difficile pour un médecin qui va mal d'entendre la souffrance des patients et d'être empathique dans la relation. Nous essayons de sensibiliser les soignants, de dire faites attention à votre santé, demandez de l'aide. C'est pas une honte, c'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'intelligence. Le médecin normalement pense pas à sa santé. Nous avons un problème, c'est-à-dire quelque part on s'occupe de la santé du patient, là on saute, on réagit tout de suite. Mais pour notre santé, nous sommes quelque part insensibles. C'est un problème, ce n'est pas un atout. Elisabeth Flammer est médecin généraliste à Neuchâtel. Bonjour, docteur. Après des années de pratique, elle sait bien à quel point la relation thérapeutique est importante. Comment ça va aujourd'hui ? Toujours un peu statu quo, en particulier pour les douleurs dans les jambes. Oui, puis ça fait 10 ans à peu près que cette polyneuropathie vous embête, en fait. Oui, bientôt, oui. C'est très fréquent quand on a des relations avec des patients qui nous transfèrent soit des émotions positives, soit des émotions négatives, mais même sans faire exprès. Et puis après, nous, on reste là un peu, qu'est-ce que je fais de ça ? Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça ne se reproduise pas ? Et puis, pourquoi j'en suis là ? Pour répondre à ces questions, elle participe une fois par mois à un groupe supervisé par un psychiatre. Un groupe où des médecins se retrouvent pour parler spécifiquement des difficultés relationnelles qu'ils rencontrent avec leurs patients. Au début, c'est difficile de parler, de dire j'ai été blessé ou irrité ou triste par telle situation. Et puis on se rend très très vite compte qu'on n'est pas tout seul, parce que la plupart des disent « Ah, toi aussi !» Donc c'est vraiment de se rendre compte qu'on n'est pas seul avec nos problèmes de relation. Et ça, l'avantage du groupe, c'est aussi de mieux comprendre pourquoi on a réagi comme ça. Ou pourquoi telle situation nous met mal à l'aise, ou bien qu'on se sent coincé. C'est un peu de gérer toutes ces émotions. Des supervisions indispensables pour préserver son empathie sur le long terme. Et je peux voir que quand les supervisions s'éloignent un peu, quand j'en ai moins fait, je peux voir que je me fatigue un peu, que les émotions de l'autre me sont plus lourdes, que j'ai tendance à aller plus vite en besogne, être peut-être aussi même un peu plus agressif avec mes patients, que si je sors tout droit d'un de ces moments où, avec mes collègues, on a pu parler des situations difficiles. On sait que de générer des rencontres et d'avoir des moments où on peut parler de ces situations, des situations difficiles qui ont été vécues, en fait, faire remonter le niveau, et c'est le seul moyen de le maintenir sur le long terme. C'est-à-dire que si on s'arrête, le niveau rebaisse. Que vous êtes déjà fait opérer ? Non. Il est probable que des médecins mieux équipés pour gérer les émotions, mieux équipés pour gérer leurs propres émotions, mieux équipés pour prendre soin d'eux un peu mieux, non seulement feraient de meilleurs médecins, mais seraient moins à risque eux-mêmes d'être en situation critique, situation de surmenage ou situation d'abandon de la filière pour des raisons de ce type. Et accepter, parce que c'est vraiment ça que je vous propose, accepter que ça fait du bien. Tous les jours, j'entends des patients qui disent la même chose. J'ai l'impression d'être un numéro, je ne suis pas entendue. Qu'on soit professionnel ou patient, on reste des êtres humains. Et puis c'est une relation d'humain à humain qui va se passer. Et en fait, c'est ça l'enjeu, c'est d'arriver à revenir dans cette relation d'humain à humain, parce que c'est là qu'il va se passer des choses vraiment fortes. Ça fait 30 ans que je fais ça, je me questionne beaucoup, je me forme, j'adore ça. Mais c'est un défi tout le temps. Chaque relation re-questionne. Prendre le temps et mettre la relation au cœur du soin. C'est l'orientation qu'a choisie Fabienne Taikeluti, infirmière spécialisée en soins palliatifs et formatrice. Elle accompagne des patients qui subissent de lourds traitements. Bienvenue. Plus la maladie est grave, plus la relation thérapeutique devient essentielle. Je trouve que dans ces traitements lourds, je ne sais pas comment dire, voilà, on n'est pas assez accompagné sur nos états d'âme. Ils sont pas vraiment gérés, quoi. Je trouve que dans ces traitements, on a besoin d'être dorloté, on a besoin
On a besoin de sa maman, même à 60 ans. On a besoin d'être touché. Très souvent, les professionnels, au moment où il y a des émotions qui montent chez le patient, ils sont très démunis, ils ne savent pas quoi faire. Qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je fais. Donc du coup, ils mettent ça de côté. Et puis on passe tout de suite à autre chose, des explications. On monte dans la tête, c'est beaucoup plus facile que d'être dans le cœur ou dans les tripes. Et en fait, ça dessert la personne qui est en face dans sa souffrance. Donc plus on a un temps où on va reconnaître ça, il se passe un truc chez l'autre, il se passe un truc chez moi, et puis on va en faire quelque chose, plus ça va aider la personne en face à pouvoir déposer tout ça, puis avancer. Elles vont beaucoup mieux, tes jambes, apparemment. Oui, avec la rétention d'eau, tu veux dire? Ouais, puis toute l'inflammation qu'il y avait la semaine dernière. Ok. C'est très important, la relation avec le soignant. Parce que sans la communication avec le médecin ou avec le corps médical, la maladie, elle va mal. Moi, j'ai vu, suite à mon hospitalisation, j'étais pas bien. J'étais dans un pire état avant d'être hospitalisée. Natacha Spinelli a 46 ans. Elle élève seule ses 3 enfants et souffre d'une forme sévère de la maladie de Crohn. Une maladie qui impacte sa vie depuis plus de 20 ans. Le coq, Anne. Ah non, le coq. J'ai dit là. Comme elle n'assimile pas ou très peu les aliments, elle n'arrive pas à prendre du poids. Il y a 2 ans, elle se fait hospitaliser dans un état critique. Une hospitalisation traumatisante. On m'a pas du tout écouté mes souhaits, on m'a pas du tout écouté pourquoi j'étais là. Puis on m'a pas pris en compte, on m'a accusé, par exemple par rapport à mon poids, on m'a accusé d'anorexie alors que voilà. J'ai quand même 21 ans de maladie, je crois que ce mot-là, on peut l'enlever du vocabulaire. On m'avait forcé à avoir des actes médicaux comme une sonde nasogastrique que j'ai refusé mais qu'on voulait absolument m'imposer. Je trouve que c'est un acte qu'on ne peut pas imposer à une personne comme ça. Le niveau psychologique n'était pas pris en compte. On voyait que le corps physique et puis le côté psychologique, on n'est pas occupé. C'était très dur. Son hospitalisation aurait dû améliorer son état. Mais la relation thérapeutique ne s'établit pas et Natacha perd confiance. Je voyais que c'était vraiment du forcing, puis que j'étais vraiment pas entendue. Et puis j'ai dit, maintenant, demain, vous finissez ce que vous avez à me faire. J'ai un traitement encore à avoir. Et puis j'ai dit, après, je sors, je reste plus. J'avais imposé ma sortie quand même. Parce qu'en fait, j'ai fait 10 jours, mais j'ai vraiment rien eu de plus, à part une perte de poids et puis vraiment le moral. Moi, je me suis sentie vraiment incomprise et puis vraiment... j'avais plus envie plus aucun soin, plus aucun... Il fallait que je laisse la médecine de côté à un moment, chose que j'ai faite, à mes risques et périls, mais... C'est vrai que pendant quelques mois, j'ai pas voulu d'hydratation, je voulais plus la nutrition non plus. Bon appétit. Des conséquences graves, car Natacha doit régulièrement se faire hydrater et alimenter par intraveineuse. Heureusement, sa médecin traitante, en qui elle a totale confiance, met en place des soins à domicile. Bonjour. Ça allait bien? Ça va. 2 fois par semaine, des infirmières se relaient pour contrer les effets de sa maladie. Comment ça va? Ça va. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Mais oui, ça fait un petit moment. Et vous, ça a été? Oui, oui. Ouais. On n'a pas pu trop profiter non plus d'être dehors, mais ouais. C'est dommage. Et puis comment ça va alors, ces derniers temps? Il y a au débat, il y a beaucoup d'hydratation. J'arrive pas à suivre, parce que mes problèmes digestifs. Puis en dehors des jours où on vient pour les perfusions, ça se passe comment? Difficile. Je devrais boire plus, mais ouais, j'arrive pas à boire, à compenser tout ce que je perds. J'ai soif, puis on continue, puis rien, passe la soif. Ouais. C'est vrai que toutes les infirmières, on discute de la vie quotidienne, il y a un lien qui se crée. Et ça fait du bien de sortir de cet acte médical, qu'on est là pour faire un soin et puis on repart. C'est vraiment pas ça. Je trouve que c'est vraiment une relation d'échange, de partage, c'est chouette. Comme ça, vous arrivez peut-être mieux. Parfait, merci. Grâce aux soins à domicile, Natacha réussit à trouver un équilibre. La relation de confiance qui la lie aujourd'hui à ses infirmières lui permet de continuer à se soigner. On sait qu'une bonne relation thérapeutique, ça va améliorer la compréhension des choses qu'on est en train de transmettre. Donc ça aussi, c'est important pour la suite. On sait que ça peut améliorer l'adhérence médicamenteuse ou l'adhérence aux soins. Donc ça, c'est aussi tout intéressant
pour la personne, mais aussi pour le professionnel qui, du coup, va pouvoir mieux accompagner cette personne qui va directement dans ce chemin-là. Donc, la bonne relation, elle va permettre ça. En fait. Elle va permettre à la personne de pouvoir mieux intégrer ce qui est important pour elle, mieux dire aussi ce qui est important pour elle. Donc, ça permet probablement aussi un petit peu de réduire cette asymétrie dans la relation. C'est parce que c'est au cas où je tire dessus, j'aime bien sécuriser, vous savez, là. Oui. Je tire donc la tirer sur le corps. Il est là derrière. C'est quoi une bonne relation thérapeutique pour vous? Bah, qui est de l'écoute. Ça va? Oui, très bien. De la part du médecin pour le patient. Et il y a encore beaucoup, même à notre époque, il y a encore beaucoup de médecins qui n'écoutent pas leurs patients. Ou des patients qui n'osent pas dire non à certaines thérapies par peur de dire on ne va plus me soigner si je n'accepte pas. Alors que c'est important qu'on puisse dire non, puis être écouté. Un défi pour le milieu hospitalier, où les conditions ne sont pas toujours réunies pour établir une relation thérapeutique idéale. Dans un hôpital universitaire comme les HUG, Arnaud Perrier a bien conscience des conséquences délétères que peut avoir une hospitalisation qui se passe mal. Quand on est comme ça, dans cette situation de vulnérabilité, le faux pas relationnel, il est terrible. Il est terrible parce qu'au fond, on était en situation de détresse et de vulnérabilité et on n'a pas été entendu, voire même parfois on peut avoir l'impression d'avoir été rebuffé, agressé, c'est insupportable. Et ça laisse des traces terribles. Et d'ailleurs, ça peut même être à l'origine d'une espèce de méfiance vis-à-vis des soignants, du corps médical qui peut persister pendant très longtemps. Si demain vous avez un souci puis que vous devez retourner à l'hôpital, il se passe quoi? J'y vais pas. Ça, c'est certain. Mais c'est un risque énorme. Oui, mais pour l'instant, je peux pas. Non, là, ce serait plus fort que moi, j'arriverais pas. Revivre ça, non. C'est ce type de situation que Béatrice Schad veut éviter. La directrice de la communication du CHUV est aussi spécialiste en santé publique. Pour elle, traiter les conflits renforce l'institution. Un hôpital universitaire, ça devient aussi un lieu où on vient et on revient. Et ce qu'on fait toujours valoir, c'est qu'il faut traiter le conflit. Parce que si vous quittez l'hôpital avec un conflit, vous êtes à peu près certaine de revenir encore plus fâché qu'avant. Pour traiter le conflit, un espace de médiation accueille les plaintes des patients, des proches, mais aussi des professionnels. Il y a 10 ans, quand l'espace a été créé, certains craignaient l'explosion des demandes d'indemnisation. Or, depuis, plus de 5000 doléances ont été recueillies, révélatrices de ce qui compte vraiment pour les patients. Mais en fait, la réparation financière, elle est demandée dans 7% des cas. C'est minuscule. Ce que les gens veulent, ils espèrent des excuses. Et dans 62% des cas, ils veulent des explications. Ils veulent comprendre. Bonjour Madame Martin. Bonjour. Entrez seulement. Ici, des professionnels de la médiation accueillent les doléances. Merci de me recevoir. Mais écoutez, ça fait plaisir. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Un peu plus d'une année. Un peu plus d'une année. Vous nous aviez contacté donc en 2021. Oui. Vous aviez parlé de ce sentiment d'être invisible, d'être transparente, de ne pas être prise en compte, voire même d'être inintéressante pour l'équipe médicale. Oui, mais vraiment tout à fait ça. Je n'étais ni intéressante comme personne, ni intéressante comme situation, comme cas, comme situation de travail. Comme pathologie même. Comme pathologie, voilà. Fabienne Martin souffre de sclérose en plaques. Il y a 2 ans, elle perd subitement l'usage de la marche, n'arrive quasiment plus à écrire. Elle se fait hospitaliser dans un état critique. Les médecins écartent un lien avec sa maladie et, sans avoir trouvé les causes de la dégradation brutale de son état, la renvoient chez elle. La veille de sa sortie, ils lui annoncent sans ménagement qu'elle ne pourra plus conduire ni travailler. Si on vous dit « demain, vous ne pourrez plus conduire, vous ne pourrez plus travailler », ah, j'étais effondrée, quoi. le monde s'écroule, c'est juste invraisemblable. Alors qu'elle a passé là-bas 5 semaines. Mais au moins les 15 derniers jours, on essaye de préparer le patient, on dit oh, faites attention, peut-être bien que vous n'allez plus pouvoir conduire. Comment est-ce que vous pensez la chose? Comment allez-vous construire votre vie à partir de maintenant? Parce que ben non, c'est du jour au lendemain. Moi, ça me donnait l'impression, bon, elle a 64 ans, elle a une sclérose en plaques, qu'est-ce qu'on peut lui espérer de mieux?
Ça m'est venu plusieurs fois à l'esprit, mais à quoi sert de continuer à vivre comme ça, quoi? Mieux vaut mourir que de continuer à vivre comme ça, quoi. Ce n'est qu'une fois sorti qu'enfin, un médecin trouve la raison de la dégradation de son état. Une banale interaction entre 2 médicaments. Très vite, son état s'améliore. C'est une véritable renaissance. Ah oui. On dirait le printemps et une fleur qui se rouvre, quoi. C'est juste en un mois. Mais elle remarche, elle rebouge, elle conduit. Et au bout d'un moment, elle finit par reconduire. C'est à la limite du miraculeux, quoi. Ah, c'est vraiment à la limite du miraculeux, quoi. C'est juste incroyable. Oui, c'est indescriptible presque, parce que c'est... Voilà, c'est de savourer la vie. Et puis c'est vrai que quand je repense encore à l'état dans lequel j'étais, j'ai souvent encore les larmes aux yeux qui reviennent, parce que je me dis, mais je reviens de tellement loin et on aurait pu passer à côté, quoi. Malgré cette issue heureuse, son sentiment d'avoir été maltraitée demeure. 1 année plus tard, Fabienne ressent le besoin de solliciter le CHUV. Elle demande une médiation. Qu'est-ce qui vous a apporté la médiation? Elle a apporté la validation de ce que j'avais vécu, la reconnaissance, la reconnaissance par le docteur qui avait eu des erreurs et que lui-même reconnaissait que ça n'avait pas été une bonne prise en charge. Donc du coup, ça aide énormément quand même, si c'est encore... Est-ce qu'on peut dire que c'est venu en quelque sorte un peu réparer? Ça n'a pas effacé le passé, parce que ce n'est pas le but non plus de la médiation. On ne va pas pouvoir changer ce qui appartient au passé. Mais mais tout à fait, oui. Ça m'a permis de pouvoir envisager une nouvelle hospitalisation et de la vivre bien. La vivre bien, oui. Une hospitalisation, c'est un moment de vulnérabilité où les patients ont besoin qu'on prenne soin d'eux au-delà des traitements. Aujourd'hui, on a des attentes. On regarde des primes d'assurance maladie en termes de relations, de qualité d'accueil, de qualité de service, qui vont crescendo. Et je pense que c'est pour ça que les gens ciblent ce problème-là. Et face à cet hôpital qui doit rester hospitalier par nature, on a peut-être des choses à apprendre de l'hôtellerie. Et l'hôtellerie, malgré ce qu'on veut bien croire, elle a beaucoup de points communs avec l'hôpital. Des points communs que sont venus découvrir cette équipe du CHUV. Je suis très heureuse de vous la présenter. Ils sont médecins, chefs de clinique, infirmiers, infirmières, secrétaires. Tous font partie du service d'oncologie. Le point commun, c'est que le patient, c'est aussi un client. C'est quelqu'un qui va évaluer la qualité de la prise en charge. Pour les cliniciens, souvent, ça passe un peu après, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est de trouver un moyen de réconcilier ça. Cette visite s'inscrit dans une formation en collaboration avec la MEC de l'hospitalité, l'école hôtelière de Lausanne. Parce que la relation thérapeutique commence par l'accueil. Donc c'est avec plaisir qu'on va vous suivre pendant ces 3 journées pour faire de vous des professionnels de l'accueil. Vous êtes déjà des professionnels de la santé. On va essayer de vous donner le deuxième casquette. Coachés par un professeur de l'école hôtelière, ils vont devoir identifier des points précis à améliorer. Le but, trouver des solutions concrètes et applicables à moindre frais dans leur service. Notez ces problèmes comme vous les entendez. Une des particularités de cette formation, c'est la présence d'une patiente partenaire formée qui va juger de la pertinence des sujets rapportés et des solutions trouvées. Comme malade chronique, la maladie, c'est ma vie. Et puis, ces activités-là, c'est aussi une manière de redonner un sens positif à cette expérience de maladie. Pourquoi je n'ai pas reçu de plateau repas ? Ils deviennent experts de leur propre maladie parce qu'ils ont d'autres sources d'informations et puis qu'ils passent un temps énorme. C'est une très jolie étude qui est sortie là-dessus qui montre qu'un patient, il passe en moyenne, un patient chronique, 6 000 heures par année à s'occuper de sa maladie. Et un professionnel qui en prend soin, il va le voir peut-être, 10 fois dans l'année, 10 fois 1 heure. Donc ils amènent un savoir qui est unique. Et puis avec lequel on va construire, nous, institutions, des améliorations, des projets d'amélioration sur cette base. Donc ils sont indispensables, je dirais, à l'amélioration du système. Le fait que les médecins changent tout le temps ou qu'on ne sait pas qui est le médecin, à votre sens, quel est l'impact
Le fait qu'il y ait des changements tout le temps, ça a fait que les patients ne se sentent plus suivis par un médecin. Ça fait aussi que les médecins assistants, ils se sentent plus autant concernés et puis ils n'ont plus l'impression que c'est leur patient. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que ça peut avoir un fort impact pour le patient en termes justement d'alliance thérapeutique. Et je trouve intéressant parce que ce que vous amenez, c'est le fait que ça a un fort impact pour les soignants aussi. Et donc dans ce sens-là, on est dans quelque chose qui est gagnant-gagnant. Je pense que les professionnels sont très conscients des failles et je pense qu'ils ont vraiment la volonté d'améliorer les choses. Et c'est rassurant aussi en tant que patiente de se dire qu'ils sont conscients de ça et puis qu'en partie ils le subissent. Que cette déshumanisation, c'est pas quelque chose de volontaire, mais que c'est souvent lié à un manque de ressources, à un manque de temps. Comme patient, on en souffre et comme professionnel, on en souffre. C'est vrai que c'est toujours... On n'arrête pas d'asséner des injonctions paradoxales aux professionnels en leur disant « soyez aimables, prenez le temps, soyez accueillants, soyez hospitaliers ». Mais en fait, il n'y a pas de temps. Le système de santé, comme il a été pensé au niveau fédéral, ne respecte pas cette idée que dans la relation thérapeutique, il y a besoin de temps. Donc tant qu'on n'aura pas changé ce facteur, il y aura des conflits à l'hôpital. C'est absolument sûr. Les grands hôpitaux sont devenus des mastodontes où le risque de déshumanisation est bien réel. Sylvie Rochat l'a vécu. On m'a annoncé le diagnostic par téléphone. Je trouve que c'est quelque chose d'invraisemblable. C'est quelque chose qui m'a beaucoup choquée. Et des fois, les médecins ne se rendent pas compte, ou pour eux c'est évident, puis ils disent les choses, ils les balancent un peu comme ça, et c'est vrai qu'on peut les recevoir assez violemment. En raccrochant le téléphone, Sylvie aurait dû être soulagée. L'intervention qu'elle a subie pour enlever des tumeurs qu'elle pensait bénignes a réussi. Une bonne nouvelle. Sauf que Sylvie apprend ainsi qu'elles étaient cancéreuses. Ça a été une énorme surprise. Ça a été vraiment l'impression que le sol s'ouvre sous mes pieds. Puis justement, je suis restée seule un peu avec mes questions ou avec mon désarroi. On m'a envoyée chez une oncologue qui est une personne vraiment extraordinaire, d'humanité, d'empathie. On a d'emblée eu un très bon contact et c'est quelqu'un qui a compris que j'avais besoin de comprendre, qu'on m'explique les enjeux. Et puis du coup, en fait, on décide ensemble. C'était il y a 7 ans. Depuis, Sylvie se bat contre le cancer. La relation, ou plutôt l'alliance thérapeutique qu'elles ont su construire avec son oncologue, l'aide à affronter les étapes douloureuses imposées par la maladie. C'est à chaque fois une claque. Peut-être que la claque de la première récidive, elle a été même pire que la première annonce. 3 mois après, j'ai été faire un scanner de contrôle et puis là, on me dit « Ah ben non, en fait, il y a de nouveau des tumeurs au fond de l'abdomen ». Et là, c'était une autre claque parce que c'était « OK, en fait, je ne suis pas passée à côté. Je pensais que j'avais senti le vent du boulet, mais en fait, non. Là, je suis dedans. » Ces annonces-là, elles peuvent vraiment être bien faites ? C'est clair que c'est toujours un moment difficile. Ce que je constate quand mon oncologue doit m'annoncer une récidive ou l'évolution des métastases, etc., c'est qu'elle laisse beaucoup de place à ma réaction, quelle qu'elle soit. Et souvent, en fait, il y a beaucoup de silence, en fait. Elle laisse le silence et elle accepte que, voilà, il y a le silence et puis je pleure et puis voilà.